Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence sous forme de webinaire qui s'intitule Les fractures chez nos aînés, traitement et suivi. Je suis Dr Sanchez, je suis directrice médicale du pôle gériatrie des hôpitaux Robert Schumann et je suis très fière de vous présenter aujourd'hui ensemble avec mes collègues un sujet qui nous tient à cœur. Depuis 2018, les HRS ont pris l'initiative de faire un fort investissement dans la prise en charge des personnes âgées. Et c'est dans ce contexte que nous avons initié une collaboration entre les services de traumatologie et les services de gériatrie pour prendre en charge justement ces patients âgés, fragiles, qui arrivent à l'hôpital avec une fracture après une chute et qui doivent subir un traitement chirurgical, mais non seulement chirurgical. Nous appelons ce projet ATZ, donc Alters Trauma Centrum. Et donc aujourd'hui, vous allez écouter plusieurs de mes collègues qui participent à la prise en charge ou qui sont responsables de la prise en charge de ces patients. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions via les chats et on va répondre, on va faire un tour de questions à la fin de toutes les présentations. Pour commencer, je vous présente Dr Markus Burkhardt, qui est médecin spécialiste en traumatologie et qui va faire une présentation en allemand sur la prise en charge des fractures chez des patients atteints d'une ostéoporose. Markus. Danke, Anna, für die einführenden Worte. Von meiner Seite auch herzlich willkommen. Für uns ist das alles und auch für mich etwas ungewohnt, ohne die Personen im Raum zu sprechen. Wir werden unser Bestes geben. Die Behandlung eines Knochenbruches ist für uns Unfallchirurgen tägliche Routine. Und auf dem ersten Dia sehen Sie der Häufigkeit nach geordnet die häufigsten und mit abnehmender Zahl oder zunehmender Anzahl und weiter nach unten rückend die häufiger oder weniger häufiger vorkommenden Knochenbrüche bei einem normalen Patientengut. Das heißt, wir haben hier Speichenbrüche, Handgelenksbrüche, Oberarmbrüche, wir haben hüftgelenksnahe Brüche, Beckenbrüche, Wirbelkörperbrüche. Behandeln wir jetzt aber ein etwas älteres Patientengut und der geriatrische Patient ist bei uns definiert als ein Patient über 75 Jahre. Dann kommen auch die sogenannten periprothetischen Brüche hinzu. Das heißt, Sie sehen hier abgebildet eine einlegende Hüftprothese oder eine einlegende Knieprothese. Der Patient stürzt darauf und um die Prothese ereignet sich dann der Bruch. Diese Anzahl von sogenannten periprothetischen Brüchen nimmt immer mehr zu, da die Anzahl der Prothesen mehr zunimmt und auch das Alter der Patienten, die noch mobil sind, immer weiter zunimmt. Wo liegt das Problem? Der Sturz an sich ist nicht immer durch eine Bettkante oder durch ein Hindernis auf dem Boden zu erklären, sondern allein durch gewisse Risikofaktoren fallen ältere Menschen oder sie verlernen das gute Laufen, genauso wie, Entschuldigung für den Ausdruck, kleinere Kinder das erlernen, verlernen die älteren Menschen dann auch wieder das Laufen und werden unsicherer. Es gibt verschiedene Risikofaktoren, wie hier aufgezählt, die statistisch sagen, dass wenn man diese 3 Risikofaktoren erfüllt, mindestens einmal im Jahr man stürzt. Und es gibt eine weitere statistische Zahl, dass jeder 10. Sturz zu einem Knochenbruch führt. Wenn einmal der Sturz da ist, kommt ein zweites Problem hinzu, die Störung der Knochenfestigkeit. Entweder Osteoponie, der weiche Knochen, oder auch noch zusätzlich die stärker ausgeprägte Osteoporose. Mit diesen 2 Ereignissen kommt es dann zu dem Knochenbruch. Die 2 Säulen der Therapie bestehen einerseits aus einer medikamentösen Therapie, das Problem der Osteoporose angehen, nämlich durch die Kollegen der Geriatrie und der Rheumatologie, die Basistherapie, Calcium-Vitamin-D-Substitution oder auch der Entscheid über spezifische antiresorptive oder osteoanabole Medikamente, die durch die Kollegen aufgeführt angesetzt werden. Für den Orthopäden und Unfallchirurgen ist es letzten Endes wichtig, die Therapie anhand gewisser Klassifikationen der Knochenbrüche in eine konservative oder in eine operative Therapie einzuteilen, über die Art der Narkose zu reden, über minimalinvasive oder offenchirurgische Operationsmethoden sich Gedanken zu machen, über eine Prothese oder über eine Osteosynthese gelenkerhaltend versus gelenkersetzend sich Gedanken zu machen und auch über spezielle Implantate,
die die Industrie mittlerweile liefert, zum Beispiel die Zementaugmentation, auf welche wir später etwas näher eingehen werden. Hier nochmal zur Verdeutlichung die einzelnen Knochenbrüche des älteren Menschen, die wir jetzt miteinander besprechen werden. Die Schulter ist als erstes von mir aufgeführt worden, weil sie im Endeffekt so ein bisschen das Männlein mit dem Fragezeichen am besten darstellt in meinen Augen, weil hier hat man wirklich die größte Vielfalt der zur Verfügung stehenden Operationsmethoden. Man muss sich entscheiden, ob man einerseits einen Marknagel macht, einen intramedulären Kraftträger, ob man eine Plattenosteosynthese benutzt, ob man eine Plattenosteosynthese benutzt, die perforierte Schrauben haben. Das heißt, in den Schrauben ist ein kleiner Kanal. Durch diesen Kanal kann man Zement spritzen. Man muss sich überlegen, ob man einen Gelenkersatz macht des Oberarmkopfes, indem man eine Teilprothese oder eine Vollprothese einsetzt. Hier die Bemerkungen bezüglich der Industrie. Wir haben winkelstabile Implantate. Wir haben Implantate, also die ein Gewinde haben. Die Schraubenköpfe haben ein Gewinde und die Schrauben bohren sich in die Platte oder schrauben sich in die Platte hinein. Das heißt, es kann kein Scheibenwischereffekt entstehen, sondern der Winkel ist einmal eingestellt stabil. Kreuzt man diese Schrauben zum Beispiel, erhöht man den Widerstand deutlich, was in einem weichen Knochen für erhöhte Ausreißkräfte sorgt. Und in den letzten 5 Jahren wiederholt auch jetzt in verschiedenen Schrauben angewendet, die perforierten Schrauben mit entsprechender Möglichkeit der Einspritzung von Knochenzement, nicht nur an der Schulter. Kommen wir nach der Schulter zu den hüftgelenksnahen Brüchen, gibt es gewisse Einteilungen, die für die operative Methode, für den Chirurgen von Relevanz sind, also die klassische Schenkelhalsfraktur, die pertrochantären Brüche oder in den seltenen Fällen auch sogenannte subtrochantäre Frakturen. Auch hier wieder klassisch die sogenannte Duokopfprothese. Das Gelenk ist so zerstört oder der Knochen ist so weich, dass man ihm auch eine gestörte Durchblutung zumutet, in dem Sinne, dass man sagt, der Hüftkopf wird nicht mehr einheilen können. Das heißt, er wird resiziert und man bekommt eine Teilprothese eingesetzt, die aber sofort belastbar ist, sei sie zementiert oder unzementiert eingebracht worden. Und direkt daneben die sogenannte dynamische Hüftschraube, eine klassische Operationsmethode für eine gelenkerhaltende Operation. Das heißt, der Hüftkopf wird präserviert und der Patient bekommt keine Prothese. Ein anderer Kraftträger, auch wieder in einem Röhrenknochen wie am Oberarm, ist der sogenannte Trochanter-Fixationsnagel, den wir hier im Hause haben. Er wird meistens angewendet, wenn der kleine Rollhügel abgerissen ist, bei den sogenannten pertrochantären Frakturen. Und hier ist auch die Industrie dem Osteoporose erweichten Knochen geschuldet entgegengekommen, dadurch, dass man auch diesen Nagel mittlerweile zementieren kann und die Ausreißraten oder die Komplikationsraten deutlich reduziert werden konnten. Ähnlich ist es auch mit den perforierten Schrauben, aber jetzt eine andere Firma im Bereich von den Beckenringbrüchen. Das Problem der Beckenringbrüche ist normalerweise nicht der vordere Beckenring, sondern eher der hintere Beckenring. Und wenn Sie auf dem Bild unten rechts sehen, die Schraube wird von rechts nach mittig und links eingebracht, wie viel Zement letzten Endes sich dann in dem Kreuzbein verteilt, weil bei Osteoporose sind diese Knochen quasi wahre Speicher oder leere Hüllen für den Zement, dass da viele Milliliter hineingehen, die aber letzten Endes dann helfen, diese Schrauben besser im weichen Knochen zu verankern. Kommen wir zur Wirbelsäule, gibt es einerseits die Möglichkeit minimalinvasiver Zugänge. Das Bild klinisch zeigt die kleinen Inzisionen, nicht mehr der ganze Rücken muss aufgeschnitten werden, mittig über den Dornfortsätzen, sondern es reichen kleinere Schnitte rechts und links. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir auch diese Schrauben in den Ausreißkräften erhöhen, indem wir auch hier Zement einspritzen. In dem Fall wird der gebrochene Wirbelkörper von LWK 1 mit Zement im Rahmen einer Ballonkyphoplastie aufgefüllt, um dann zusätzlich mit einem Rahmenkonstrukt, diesem Fixateur intern, dessen Schrauben ebenfalls zementaugmentiert werden können, weil es einfach morscher, weicher Knochen ist, in dem Schrauben ansonsten hineingedreht mit ein paar Bewegungen sich sofort wieder auslockern würden.
Nach der Wirbelsäule zu den vorgenannten periprothetischen Frakturen, auch hier eine andere Firma nun mal aufgezeigt, gibt es zu entscheiden, ob Sie die Prothese erhalten können, weil die Prothese noch fest im Knochen sitzt, oder Sie müssen die Prothese wechseln. Diese Firma hat sich Gedanken gemacht, indem sie eine spezielle periprothetische Frakturplatte entwickelt hat. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, dass in dem Röhrenknochen ja Metall, nämlich der Schaft der Hüftprothese ist, und Sie müssen in irgendeiner Art und Weise rechts und links oder davor oder dahinter an diesem Konstrukt des Metalls vorbeischrauben. Gerade gestern habe ich eine solche Fraktur operiert, sie mir 2 Bohrer abgebrochen, weil natürlich, wenn Sie mit Ihrem Metallbohrer auf dieses Metall kommen, wird der Bohrer heiß. Sie können Drücke erreichen, die dann durch Scherkräfte einfach dazu führen, dass dann Sie nicht an dem Implantat vorbeikommen. Entsprechend kann man kleinere, dünnere Schrauben nehmen und sie versetzt von der Prothese vorn dran oder hinten dran versetzt einbringen. Dies wäre eine gelenkerhaltende oder prothesenerhaltende Operation. Eine andere Möglichkeit ist, wenn die Prothese locker ist, gegeben, wenn Sie einen Prothesenwechsel machen müssen. Hier müssen Sie in der Klinik verschiedene Wechseloperationsinstrumente, Siebe, Prothesen, hier eine Modularprothese, das heißt aus mehreren Stücken bestehende Prothese vorhalten, die entsprechend dann verankert wird und zum Teil hier jetzt nur die Schaftprothese gewechselt wird, zum Teil aber auch die Pfannenkomponente. Das heißt, ein Totalwechsel der Prothese durchgeführt werden muss. Lassen Sie mich zusammenfassen. Das heißt, nicht nur die weiche Knochensituation, Osteoporose und altersbedingt stellt den Unfallchirurgen vor eine Herausforderung im Rahmen der Alterstraumatologie, sondern allein der Ansatz der Interdisziplinarität, Geriater, Unfallchirurgen, Interprofessionalität, das heißt Pflegekräfte, Ergotherapeuten, Logopädie, der hohe Personalaufwand für die Betreuung der betagten Patienten, die Problematik der Kostenintensivität. Sie müssen sich Gedanken machen, welches Implantat habe ich im Haus, was muss ich da haben, um vielleicht einen Plan B zu haben, wenn die Prothese intraoperativ doch locker ist und ich eine Osteosynthese nicht machen kann. Diese Herausforderungen sind nicht nur sind es, die es ausmachen, und nicht nur die reine Osteoporose-Problematik. Und wir kommen letzten Endes im Rahmen der Alterstraumatologie doch zu einer patienten- und situationsgeschuldeten individuellen Entscheidung, wo der Patient im Mittelpunkt steht, wo Angehörige angefragt werden müssen und wo das Team insgesamt die Therapie festlegt. Die Industrie gibt uns die Möglichkeiten vor, Osteosynthese und Prothesen vorzuhalten, aber die Entscheidung wird im Endeffekt individuell auf den älteren Menschen zurechtgeschnitten. Vielen Dank. Merci, Dr. Burkhardt. Donc, nous avons maintenant écouté Dr. Sioklov. Elle est médecin gériatre et elle travaille quasi exclusivement dans ce projet de Alterstrauma Centrum. Et elle va nous parler de la fragilité qui rend la prise en charge de ces malades si spécifique. Merci. Bonsoir, bienvenue de ma part. Donc ce soir, je vais vous parler de la fragilité de la personne âgée. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la fragilité, on va se poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est la fragilité et quel est le rapport avec les fractures? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour dépister la fragilité à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévenir et comment on la prend en charge à l'hôpital? La fragilité, donc, c'est un syndrome qui correspond à une vulnérabilité liée au vieillissement et elle est la conséquence d'une baisse des capacités de l'organisme à répondre à un stress. Les fractures sont des événements aigus qui sont survenus souvent chez les personnes âgées, fragiles. Ici, on a la comparaison avec un iceberg. La fragilité, donc, on peut la comparer avec l'iceberg. Il y a la partie visible et la partie invisible qui va être relevée à l'occasion de l'apparition de l'événement aigu.
fragilité, comme on a vu, c'est la vulnérabilité et les dimensions de la vulnérabilité sont la dénutrition. Suite à la dénutrition, nous avons la sarcopénie, la diminution de la masse musculaire. Il y a également les chutes, il y a les risques de fractures, il y a la dépression, la démence, la perte de la mobilité et également les troubles sensoriels. J'ai pris l'exemple de la sarcopénie pour vous montrer la diminution de la masse musculaire. Ici, il y a une section transversale d'une cuisse d'une personne jeune, active, et d'une personne âgée sédentaire. On voit la nette diminution de masse musculaire pour la personne âgée sédentaire. Donc, c'est ce qui la rend très fragile. Comment on pourrait reconnaître cette fragilité? On utilise les critères de Fried. Ces critères vont nous aider à classifier la fragilité en 3 états. Les critères qu'on utilise, c'est la perte de poids de plus de 4,5 kg ou de 5% de son poids habituel au cours de la dernière année. Il y a aussi une baisse de la vitesse de marche sur une distance de 4 mètres, en sachant que le seuil, c'est de 0,8 mètres par seconde. Un autre critère, c'est la diminution de force musculaire. Et la force musculaire, on la teste avec l'appareil que vous voyez ici dans l'image. On teste également l'asthénie et la sédentarité. Les 3 états qui nous permettent de classifier la fragilité sont l'état non fragile où il n'y a pas de critères, l'état préfragile ou intermédiaire où il y a 1 ou 2 critères, et l'état fragile où on a plus de 3 critères ou plus. Quel outil on utilise pour reconnaître la fragilité à l'hôpital? On sait que la survenue d'une fracture d'une personne âgée, pour la personne âgée, augmente la mortalité et la morbidité. Des études ont montré que l'association d'une prise en charge gériatrique et orthopédique dans le cadre d'un service de orthogériatrie, chez nous Altes Traumazentrum, permet d'améliorer le score fonctionnel à 3 mois, réduit la mortalité intra-hospitalière et également il y a une réduction des complications médicales post-chirurgie. Le rôle de gériatre, c'est de réaliser une évaluation gériatrique. C'est ce que ça veut dire une évaluation gériatrique, c'est une évaluation de la personne âgée dans sa globalité. On va évaluer la personne âgée sur le plan clinique, sur le plan fonctionnel, sur le plan psychocognitif et sur le plan social. En prenant chaque plan à part, on va voir que sur le plan clinique, on va étudier son état nutritionnel, la polymédication, les troubles sensitifs. Sur le plan fonctionnel, on va déterminer l'autonomie fonctionnelle, ainsi que les troubles de la marche et le risque de chute. Du point de vue cognitif, nous allons tester les troubles de la mémoire, la dépression et également la solitude. Et du point de vue social, on va s'intéresser au projet de vie du patient, des déménagements éventuels, l'entourage et puis éventuellement sûrement son logement. Comment on prend en charge à l'hôpital la fragilité? Une fois détectée, il faut réagir vite. Il faut qu'on lutte contre le déconditionnement. Il faut favoriser la mobilisation précoce, optimiser les apports nutritionnels, diminuer le plus le risque de confusion aiguë, favoriser l'autonomie pour les activités de vie journalières comme la toilette, l'habillage, et adapter l'environnement hospitalier aux patients et également
essayer d'anticiper, adapter le logement du patient quand il va retourner à domicile. Comme conclusion, la fragilité est un état de vulnérabilité à un stress secondaire à des multiples déficiences de système qui conduisent à une diminution des réserves physiologiques. Elle est différente de l'âge et des comorbidités. Est un état de prédépendance. Elle nous permet de prédire de nombreuses complications. Ça nous permet également de caractériser une population cible pour des interventions comme les personnes qui ont des fractures. La fragilité est un état dynamique et traitable et réversible. Je vous remercie. Merci, Dr. Surklov. Maintenant, c'est Madame Franca Minoia, qui est infirmière, chef responsable donc, de l'unité de traumatologie qui accueille les patients âgés avec des fractures et qui va nous parler de comment soigner en évitant les complications. Merci. Bonsoir et bienvenue. Comme disait Dr Sanchez, moi je vais parler donc comment soigner en évitant les complications chez la personne âgée. Le soin à la personne âgée est devenu pour le soignant vraiment une préoccupation majeure et elle s'intéresse encore plus en amont à la prévention de la dépendance. Il ne s'agit plus désormais d'identifier la personne fragile, mais de prévenir la fragilité en mesurant les capacités intrinsèques des patients et de les maintenir à accomplir les activités à la vie quotidienne. Le rôle de l'infirmière est donc promotionnel, préventif et curatif et axé vers des cibles, c'est-à-dire l'application des protocoles standardisés qu'on a établis pour notre service. L'objectif partagé par tous, toute notre équipe, est de maintenir la capacité fonctionnelle qui permet le bien-être à un âge avancé, de renforcer l'engagement de la personne elle-même et de la famille, et de promouvoir une communication et une coordination efficace des soins, et promouvoir une prévention et un traitement efficace pour rendre le soin abordable et plus sûr, et de travailler tous ensemble avec un service multidisciplinaire. Notre équipe orthogériatrique multidisciplinaire qui se constitue par des ergothérapeutes, des diététiciennes, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des neuropsychologues, des médecins gériatres, médecins traumatologues et des soignants, et j'en oublie certainement quelques-uns, ils prennent en charge la personne âgée en se concentrant sur le risque et la prévention. Comment reconnaître donc ces risques et cette fragilité ? C'est très important donc à l'entrée du patient d'évaluer soigneusement la situation du patient vis-à-vis des complications iatrogènes potentielles qui peuvent survenir. Comment on fait ? Dès l'arrivée du patient, on commence par une anamnèse, par un recueil de données qu'on complète en identifiant vraiment toutes les habitudes de vie quotidienne de la personne et aussi la situation clinique actuelle. Toutes ces données et ces informations nous permettent de planifier nos soins afin d'assurer un soin de qualité et tout en adoptant des mesures de sécurité. Ces informations, on les reçoit soit par le patient lui-même, soit par la famille ou par les maisons de soins. Ça dépend de la provenance du patient. Avec ces protocoles et une anamnèse complète, on peut planifier nos soins. On a dans notre service des protocoles standardisés. Je vais vous les nommer quelques-uns. C'est par exemple la prévention des escarres, des chutes, de la douleur,
de la dénutrition, des infections urinaires, la prévention de la constipation, la gestion de l'état confusionnel et l'évaluation de la situation clinique par des staffs hebdomadaires. Les staffs hebdomadaires nous permettent donc de faire une évaluation de la situation clinique du patient et de son potentiel de rééducation. Cela en découle un plan rééducatif qui nous permet donc de faire une démarche pour une demande de rééducation. Les premiers soins, c'est les préventions des chutes. Les chutes représentent 40 à 60% des traumatismes chez la personne âgée. Et c'est donc une première cause vraiment de l'hospitalisation et c'est vraiment une de nos premières préoccupations. Toute chute, il faut savoir que toute chute constitue un événement traumatique pour la personne et qui peut entraîner une dépendance encore plus importante et un traumatisme psychologique. Le patient a vraiment peur, il est anxieux de retomber de nouveau et cela risque pour entraîner une réduction de la mobilisation et c'est pour ça qu'il est très important de reconnaître les signes de ces signes qui sont appelés aussi syndrome post-chute pour intervenir correctement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les objectifs, c'est savoir éviter les chutes tout en favorisant l'autonomie du patient et assurer un environnement adapté à l'état clinique du patient. C'est pour ça que dans notre service et dans tout l'hôpital AGRS, on a des brochures et une d'elles, c'est la brochure de prévention des chutes où on distribue à l'accueil, à l'entrée du patient, soit au patient s'il n'est pas désorienté ou à la famille. Et on explique aussi tout le concept de nos soins. Là, il y a quelques conseils et un guide pour prévenir les chutes, comme par exemple utiliser la poignée de la porte ou se maintenir aux barres qui sont dans le couloir ou dans la chambre, dans les salles de bain, pour que le patient se lève tout seul. De préconiser des chaussures fermées antidérapantes ou à la demande du patient ou de la famille, on peut aussi remonter les barrières du lit pour que le patient ne chute pas du lit et de mettre à disposition tous les matériels pour la marche, par exemple une canne, un cadre ou une chaise roulante s'il le faut. Et aussi d'éclairer la chambre et les endroits où le patient doit se déplacer. Aussi, la chambre est aménagée, c'est-à-dire on met les effets personnels du patient au plus près de lui et le matériel médical comme par exemple le pied à perf, les redons ou les sondes vésicales, on les met à une place où vraiment qui ne pose pas de problème pour les patients. Et la chambre elle doit être aussi plus ou moins ordonnée, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des choses sur le sol pour que le patient ne trébuche pas. Et le matériel, comme je vous avais dit, à la marche à disposition du patient. La prévention des escarres. Les escarres, c'est une complication assez fréquente et qui apparaît vraiment rapidement. En dehors les 2 heures, ça peut apparaître. C'est une blessure provoquée par une compression de la peau, des muscles et des vaisseaux sanguins. Si le patient est immobile vraiment sur le fauteuil ou dans le lit, ça peut apparaître très très vite. Là aussi, on a une brochure avec tous les conseils et les soins qu'on peut faire. Et comme vous voyez, sur la première page de cette brochure, il y a grand écrit « Bougez-moi ». Ça veut dire vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment la mobilisation précoce. C'est pour ça qu'une chose importante, c'est vraiment de mobiliser le patient le plus souvent possible. Et le moindre changement de position peut diminuer cette compression. Il faut éviter les frottements. Quand on lève le patient du lit ou on le soulève, il faut vraiment l'aider avec les bras et les jambes et positionner des coussins pour la position physiologique dans le lit. Il faut surveiller vraiment très très bien à chaque mobilisation l'état de la peau pour voir les premiers signes d'une escarre. Et si le patient est incontinent, une toilette intime est indispensable.
La prévention des infections urinaires et de la constipation. Les personnes âgées sont très vulnérables aux maladies infectieuses par rapport aux sujets jeunes. C'est à cause d'une diminution du système immunitaire et un changement physiologique de leurs organes. Les facteurs de risque des infections peuvent être l'âge, la dénutrition, la polymédication, la démence, les affections chroniques concomitantes et les sondes urinaires et un système immunitaire fragilisé. Comme l'infection urinaire ne provoque pas forcément des douleurs ou un inconfort, il faut être très attentif par exemple au changement du comportement de la personne âgée, qui peuvent être un signe et une alerte pour nous. Aussi, si le patient est déjà dément, cette confusion peut s'aggraver subitement. Et si le patient est continent, un début d'incontinence aussi peut apparaître et cela doit nous rendre attentifs que c'est une infection urinaire. Qu'est-ce qu'on fait ? On hydrate le patient pour assurer une diurèse de au moins 2 litres par jour. On fait un vidange régulier de la vessie et complet. Si ce n'est pas possible de vider naturellement la vessie, on peut utiliser le bladder scan. C'est un appareil pour mesurer la rétention d'eau. Et l'alimentation doit être riche en fibres, surveiller le transit intestinal, favoriser la mobilisation et un massage abdominal est aussi nécessaire au besoin. Et enlever la sonde urinaire si le patient en a une. Dans des cas précis et aussi quelquefois on a mis en place ça, c'est un calendrier mictionnel, c'est-à-dire on programme et on planifie des mictions à des heures dans la journée et on lève le malade pour aller aux toilettes, même s'il n'a pas le besoin, mais comme ça on stimule la vessie et à se régulariser. Pardon. La prévention de la dénutrition et de la déshydratation. Un manque d'appétit est souvent naturel chez la personne âgée, mais il ne faut pas négliger les risques d'une mauvaise alimentation. L'apport calorique est très important pendant le séjour hospitalier et l'alimentation doit être équilibrée et en quantité suffisante. Elle doit être aussi riche en protéines, vitamines et nutriments essentiels. La déshydratation aussi, il faut savoir que la personne âgée contient que 50% d'eau et les récepteurs de la soif sont ralentis chez la personne âgée. Ça veut dire que le patient n'est plus incité à boire. Et ça peut entraîner aussi des effets négatifs sur les reins et sur le transit intestinal. C'est pour ça que c'est important dès le début que le patient est là, de collaborer avec notre diététicienne qui passe régulièrement et qui adapte un régime pour le patient. Ce régime peut être déjà depuis le début, c'est un régime hyperprotéidique, mais on peut aussi ajouter encore des autres compléments en forme de poudre, de crème ou de liquide qu'on peut mélanger dans les aliments ou les donner en collation. Ce qu'on fait aussi, on rassemble les patients pour éviter l'isolement et là, on accompagne les patients lorsqu'ils mangent. Surveiller le poids et assurer une hygiène buccale quotidienne parce qu'avec les antibiotiques, les personnes âgées peuvent avoir plus rapidement une muqueuse. Pour la déshydratation, c'est aussi un petit peu la même chose. C'est inciter à boire régulièrement, même si le patient n'a pas soif. Maintenir les locaux à température normale. Régler le chauffage en hiver ou en été. Utiliser un ventilateur. Être attentif aussi à l'habillement de la personne âgée et à sa cohérence avec la température ambiante. Surveiller la température corporelle. Contrôler le poids et contrôler le pouls qui peut être accéléré et qui peut être un indice aussi de la déshydratation. La prévention, le soin pour la prévention de l'état confusionnel. L'état confusionnel peut
survenir vraiment les premiers jours post-op. Et ça doit nous vraiment rendre attentifs parce que c'est une forme de dysfonctionnement aigu et temporaire du cerveau. Et pour éviter et pour diminuer vraiment cet état confusionnel chez le patient, on a adapté les chambres pour favoriser l'orientation, c'est-à-dire on a mis des calendriers, des horloges et aussi l'illumination jour et nuit. On ferme les rideaux ou on ferme les volets et tout ça, et favoriser la mobilisation précoce et la récupération fonctionnelle rapide. On met les lunettes si le patient en a ou les prothèses auditives. Favoriser une chambre individuelle à la demande du patient ou de la famille et aussi favoriser la présence familiale qui peut aussi calmer vraiment le patient. Stimuler le patient à boire ou lui donner à boire régulièrement et surveillance des éliminations. Comme je vous ai dit avant, une infection urinaire peut provoquer vraiment aussi un état confusionnel. La dernière complication, c'est le trouble du sommeil, du rythme du sommeil. Le trouble du sommeil et du repos est vraiment déréglé chez la personne âgée dû au changement de l'environnement, de son anxiété, des perturbations émotionnelles et aussi l'intervention peuvent encore aggraver ces troubles. Qu'est-ce qu'on a fait? On ferme les rideaux le soir au coucher du patient, on allume la lumière, une veilleuse de nuit, on laisse la porte ouverte de la chambre ouverte à la demande du patient. Et les projets qui sont en cours, c'est le blocage des stores, à savoir que nous, les stores remontent automatiquement quand il y a beaucoup de lumière de soleil et ils remontent quand il y a beaucoup de vent. Maintenant, on les a bloqués, comme ça, il y a toujours cette illumination du jour et la nuit. Et on est en train de mettre en place la luminothérapie. En conclusion, je voudrais dire que cette prise en charge basée sûrement sur des préventions n'exclut pas l'arrivée des complications, mais elle diminue largement leur apparition et assure une meilleure hygiène de vie pour la personne âgée. Je vous remercie. Merci Franca. Nous avons écouté maintenant notre avant-dernier intervenant, c'est Yves Zeva, kinésithérapeute, qui travaille également dans l'unité des traumatologies des personnes âgées ici au CHRS et qui va nous parler donc du rôle des kinésithérapeutes et ergothérapeutes dans la prise en charge d'un patient avec un traumatisme. Merci. Merci pour l'introduction. Voilà, guten Abend. Ich muss noch ein bisschen packen, noch 2 Präsentationen und dann ist es soweit. Was geschieht von mir? Eine Ordonnance vom Doktor kriegen, sie wird vom Traumatologen auf dem Jahr, da gucke ich mir von der Kinder, von der Ergotherapie, dass man so sehr wie möglich bei den Patienten gehen. Wir passen ganz gut auf, dass wir all die Donien, die den Doktor gehen, was Bewegungen und Belastungsgrenzen betreffen, auch anhalten. Das Info kriegen wir vom Doktor selber. Wir können es an den Patienten auch nur gucken. Und das geht alles über die multidisziplinarische Equipe. Was wichtig ist auch als Kinder und als Ergo, dass man wissen, welche Begleiterkrankungen der Patient hat, aber wie auch sehr schon allgemeinen verschlechterten Zustand diesen ganzen Mobilisationsprozess können beeinflussen. Wie den Dr. Burkhardt schon am Anfang gesagt hat, geht die Anzahl von den Prothesen, die müssen angesagt gehen, und von den Patienten geht an Lot. Wir selber von der Kine können lang so von all diesen Patienten, die wir im Spital gesehen haben, sind über 50% über 70 Jahre alt. Sogar die Ergotherapeuten, all die Patienten haben über 50% sind über 90% von ihren Patienten sind über 70 Jahre alt. Voilà. Just für zu sagen, dass die Zahl auch bei uns 2-3% am Jahr werden an Lot gehen. Was ganz wichtig für uns ist eben die individualisierte Behandlung, die noch beschwert wird und die man dann auch werden stattfinden. Was sind als Ziele? Das ist natürlich, wie wir für schon gesagt haben, dass wir so sehr wie möglich eine Rehabilitation aufhängen, dass das akut und das soll so frei wie möglich stattfinden. Als Therapieziele, das schnellstmöglich zurückerfahren von der Autonomie vom Patienten. Was hier lange am Bett bleibt, was hier das an der Autonomie verliert,
Und nice, wie ein Ergo leidet eben so sehr wie möglich ist, Autonomie zu gewinnen. Der Patient das gefallen, ich habe es gebracht, und das auch nach schlimmstenfalls operiert gehen, weil nicht Angst für aufzustehen. Die Syndrom Post-Shit, dem auch gerade schon erklärt kriegen, die muss sie mir hin in den Wäsche holen. Sie wollen nicht aufstehen, sie wollen Laie bleiben. Wir sind da, für ihnen die Confiance zu gehen. An anderem das Autonomie zu gewinnen, will man natürlich auch gucken, dass sie mehr zu Fuß gehen. Sie verlieren nur Geschwindigkeit, sie verlieren Gangperimeter, das sind alles da zu gewinnen. Wir verlieren durch eine Operation oder einen Bruch die Funktion von unserer Extremität. Sie wird wie Schöller, dass man gucken, dass den Arm sich bewegen kann, dass man es greifen kann. Wir bereichen als Hüft, muss man gucken, dass der Patient auf die Hüfte kann drauf tröppeln. Da ganz wichtig, wir so eine Aktivmobilisation aus dem Bett raus, da muss man den Patienten stimulieren und motivieren. Das ist ganz wichtig. Was also Behandlungsaufbau betrifft, da muss man natürlich immer gucken, wie individuell als Patient belastbar ist. Das hängt natürlich davon ab, was ein Traumatolog als vorgeht, dass man das, was man können nutzen, auch ausnutzen und der Patient das aktiv möchte. Für das auch können zu machen, muss natürlich von Anfang an, wie man das schon gesagt hat, die Familie so gut wie möglich mit angebunden gehen. Wie geschieht so Behandlungsauflauf? Weil das allererst von den hauptsächlich Kinien, die verschneidet sich auch immer viel mit Ergo, mir was möchte Kinie. Ihr geht mal bei dem Patient und er probiert die Beweglichkeit vom Gelenk zurückzugewinnen. Durch den Alter, wo wir für schon gesehen haben, hat die Muskelmasse auch ganz viel aufgeholt. Durch Schütt oder die Operation zusätzlich geht die ganze Muskelkraft verloren. Durch eine fehlende Propriozeption. Wir probieren natürlich die Muskelmasse zurückzukriegen und damit fängt man an, einfach, wenn man das Gelenk schon bewegen kann, dass der Patient darum zurückspüren kann. Bewegung ist auch, dass der Weh, den der Patient hört, verringert wird oder man das nicht konfiguratorisch für das Gelenk zu bewegen. Wir probieren die Muskelaktivität zu stimulieren, wann es geht, sogar abzubauen. Und da ganz wichtig, da muss man auch lernen, dem Patienten beizubringen, wie man sein operiertes Gelenk eins geht. Wer kann nicht benutzen, ohne es falsch zu benutzen. Und da sind wir dann dabei, das auch zu erklären. Das heißt natürlich alles ein bisschen passiv, aber auch da kann die Familie schon mal angebunden gehen, zu erklären, was darf der Patient machen. Bis in den zweiten Teil vom Kine geht es schon mehr, der Patient ist viel mehr aktiv dabei. Der Test hier lernt schon, die Mobilisation von seinem Gelenk aktiv zu machen, so gut wie es geht. Wir stehen so sehr wie möglich mit dem Patient auf und wir lernen noch mal Team zu tröppeln, sich zu sitzen und sich zu bewegen. Die Bewegungsangst des Syndrom Post-Shit muss man probieren zu vermeiden, also gut wie möglich den Patienten aus der Phase rauszukriegen, dass er will sich bewegen, dass er keine Angst mehr hat. Für ihm die Unterstützung zu gehen, man können wir ihm verschiedene Gehhilfen zu gehen, das nennen wir entweder Kratschen oder ein Gehbock, gekaderte Marsch, wie man das so nennen, wo man sich kann aufstützen und idealerweise probiert die Sachen aktiv zu benutzen. Das ist nicht, dass wir neben dran stehen und dem Patienten einfach gehen. Der Patient soll selber damit eins gehen. Das muss er lernen und dafür sind wir dann da, für das Team beizubringen. Wir korrigieren auch dem Weg er weiß, wie es geht, wenn er hebt oder nicht, idealerweise, wie er das kann benutzen. Natürlich immer noch an dem Satz vom Chirurg erlaubt ist. Wenn wir Griffe haben, wie wir für Durchschnitte gesagt haben, da soll man die nutzen. Wenn man so beim Toilette sitzt, sollen die Griffe nutzen. Wenn die Geländer da ist, sollen das auch nutzen. Das heißt, auch da immer darauf weiter hinweisen. Das Ganze überschneidet sich viel mit der Arbeit auch vom Ergotherapeut. Den geht auch von Anfang an sehr wie möglich bei den Patienten. Und dann hört aber nach ein paar anderen Kompetenzen, wo hier ein bisschen mehr aktiv mit Patient auch noch schafft. Das heißt, für hier ist ganz wichtig, die Alltagskompetenzen vom Patient. Das sind all die menschlichen Grundfähigkeiten, weiter zu aktivieren oder zu reaktivieren oder man zu erhalten, wenn der Zustand des Patienten nicht schlecht ist. Was heißt das? Der Ergotherapeut begleitet den Patient beim Un- und Austun, das ist wichtig bei der Ernährung, beim Essen, beim Trinken, genauso wie beim Duschen oder auch wie beim Aufstehen, beim Sitzen. Das heißt, der Ergotherapeut ist bei all diesen Sachen dabei. Sein Rolle ist ganz wichtig, für immer zu evaluieren, das heißt, den observiert und evaluiert konstant, das, was der Patient möchte. Und er probiert dann auch ob die Evaluation hin so gut wie möglich dem Patienten zu helfen. Sie wird mit spezifischen Aufgaben und auch, dass die verschiedenen Gelenke vielleicht nicht so viel nutzt und andere mehr, weil die man aber doch erlaubt ist. Ne?
wann de Patient sech mat irgendwas hëllefe kann, ass den Ergotherapeut auch do für ihm dann ze weise, wo mat watten sech hëllefe kann, a wéien sech hëllefe soll. Dat allerwichtig ist natürlich die ganz Partizipation vum Patient selber. Der Patient soll immer partizipativ sinn. Er soll net passiv do sinn an mir schaffen irgendwas. Der Patient partizipiert immer die ganze Zeit und ass aktiv. Dadurch verhindern wir seg Isolation und das net aufhängig. Wann er net aufhängig ist, dann hummer ganz klar etwas erreicht an mir in Deel Leben, also eng Lebensqualität geht an Lot. Op Ufro hin kann den Ergotherapeut auch eng Evaluation von kognitive Kompetenzen machen. Wann ein Defizit feststellt, kann auch der Neuropsycholog ergreifen. Den Impact von den kognitiven Defiziten, den ist heinst du am Alltag so stark, dass den Behandlungsverlauf trotzdem beeinflusst. Auch du, also darum so wichtig, dass wir von der Kinder an der Ergo all die Gedächtnisleistungen immer mit Konsideration holen und probieren, den Patienten so viel wie möglich dort zu stimulieren. Wir sind Aufmerksamkeit, wir bekommen das in Konzentration und dass man sich orientieren kann. Wir beraten den Patienten genauso wie wir auch probieren, die Familie zu beraten, was ideal ist. Also ein ganz Umfeld soll dementsprechend auch angepasst gehen. Das machen wir in einer multidisziplinarischen Equipe und auch da gibt die Teambesprechung, wir geschaut und du hältst den Ergo an die Kini einmal an der Woche mit teil. Wir involvieren das ganz viel an der ganzen Kommunikation für auch den Behandlungsverlauf so gut wie möglich zu planen und eben auch die Verluste vom Spidol. Sie haben Themen oder eventuell auch an einer Redukation, wo man die große Chancen hat, man aus dem Gruppe HGRS eine geriatrische Redukation am der St. Marie haben, wo man dann das Suivi haben, dieselbe Patientendossier, dieselbe Leute, die können zusammen kommunizieren, was dann ideal ist für den Patienten. Was ist das Ziel? Meine Idee ist immer, dass man sollen auf das Bild hinkommen, wenn der Patient dort hinkriegt, alles erreicht, das ist nicht immer möglich, aber idealerweise kriegen wir das hin. So nicht vielmals merci. Merci beaucoup. Voilà, nous allons finaliser notre dernière présentation. Va être faite par Dr Amar, qui est également gériatre et qui travaille dans les services de rééducation gériatrique à la clinique Sainte-Marie. Elle va nous expliquer donc la suite après une chirurgie et d'une fracture, comment on favorise l'autonomie des patients et comment on fait la rééducation spécifique chez ces patients. Merci. Merci Alain. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, on va parler justement de la rééducation qui est un maillon important de la prise en charge des fractures chez la personne âgée. Donc je vais parler justement de la place des services de rééducation gériatrique dans le parcours de soins du patient ATZ, notamment à la clinique Sainte-Marie où j'exerce actuellement, où on dispose également d'une capacité de lit importante de rééducation gériatrique. Donc, la première question que je me pose avec vous, pourquoi c'est un passage obligé, la rééducation dans le parcours de soins de la personne âgée qui chute? Pourquoi elle ne peut pas rentrer directement à domicile après l'opération, dans les suites directes de l'opération? Comme on a vu, donc, il y a une chute favorisée par une vulnérabilité sous-jacente, comme l'a expliqué Dr Sioklov tout à l'heure, qui conduit à une fracture, un choc, un os cassé, une admission aux urgences, hospitalisation, bloc opératoire, anesthésie, confusion, toutes les complications post-opératoires qu'on a abordées tout à l'heure. Et puis, quand même, si le patient s'en sort bien, il reste un déficit fonctionnel important. Qui rend son état incompatible avec un retour à domicile. Il y a aussi beaucoup d'appréhension, il y a un sentiment d'insécurité. Le patient est encore en début de rémission d'une des complications post-opératoires. Et cette situation a un nom dans notre jargon gériatrique, ça s'appelle syndrome de désadaptation aiguë. Ce syndrome de désadaptation aiguë nécessite une intervention urgente qui consiste à un projet de réadaptation, une réadaptation précoce, progressive et prolongée, qui doit être continuée et poursuivie à la sortie de l'hôpital après le séjour en rééducation. Donc, nos objectifs de prise en charge,
sont de restaurer au maximum et au mieux une restauration intégrale de l'état antérieur du patient avant la chute et pour qu'il puisse réintégrer son lieu de vie habituel. Pour ça, on a besoin de plusieurs compétences. Donc, on a besoin d'une collaboration pluridisciplinaire avec plusieurs intervenants, médecins, soignants, ergo, kinés, orthophonistes, psychologues, psychomotriciennes, diététiciens, podologues et l'assistante sociale. Tous ensemble, on va élaborer un projet de soins pour le patient afin qu'il puisse atteindre les objectifs déjà fixés. Donc, voilà, notre prise en charge obéit à des règles et des principes. Tout d'abord, le patient, quand il arrive chez nous, on établit un bilan clinique initial. On fait une évaluation à l'admission qui sera notre base pour proposer une prise en charge. Cette prise en charge se fera dans le respect de la douleur du patient. Elle favorise un temps de parole et d'expression des ressentis. Il y a des liens qui se créent entre médecins et patients, entre thérapeutes et patients. Et c'est très important parce que, voilà, en rééducation, le patient séjourne pendant 2-3 semaines, voire plus. Et donc, une collaboration est importante. Il y a une confiance, il faut qu'il y ait une entente, une confiance entre le patient et le staff et tous les thérapeutes qui s'en occupent. Et puis, on adapte les techniques au patient, à son histoire, et on consacre un temps important à la prévention des chutes, à l'éducation thérapeutique. Donc voilà, la prise en charge, elle est individualisée avec des objectifs personnalisés. Chaque patient a son planning de soins, a sa prise en charge à lui. Il n'y a pas de copy-paste. Chaque patient est unique et sa prise en charge est unique. Elle dépend au départ du bilan fait à l'admission. Elle dépend aussi des besoins du patient, des attentes du patient, de son entourage, le potentiel réellement dont il dispose, ses possibilités d'apprentissage, ses capacités cognitives, ses capacités physiques, s'il est en décompensation ou pas d'une comorbidité, de sa participation, mais rien n'est figé. On est tout le temps en train de réévaluer le patient, d'adapter son programme. Donc tous les intervenants, on communique, on trace tout dans le dossier et une fois par semaine, justement, on se réunit pour concerter ensemble sur la prise en charge du patient, redéfinir les objectifs, proposer qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer, pour atteindre nos objectifs. Donc là, je vais parler un peu des volets de prise en charge. Qui dit rééducation, on dit kiné en premier temps. On pense toujours au kiné, c'est comme ça. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Juste, voilà, on propose des séances, soit individuelles ou en groupe, plusieurs fois par jour, d'une façon assez régulière. Des séances adaptées à l'état clinique du patient dans la durée, dans la fréquence, avec les mêmes objectifs de récupération des amplitudes articulaires, le renforcement musculaire, le travail de l'équilibre et la rééducation à la marche. L'ergothérapie, c'est un temps très important aussi de la prise en charge. L'ergothérapeute nous aide déjà à l'évaluation initiale et participe activement à la rééducation, surtout ciblée sur les activités constructives. L'ergothérapeute nous aide énormément au choix des aides techniques, à l'apprentissage de l'utilisation des aides techniques chez les patients, l'évaluation et l'adaptation de l'environnement. Il donne des conseils pour l'aménagement du domicile, il commande du matériel également. Et puis, nous donne aussi des conseils dans la prescription du fauteuil roulant et la confection de certaines orthèses. Mais un temps important aussi est consacré à l'apprentissage du relevé du sol, c'est-à-dire on fait des exercices où on essaie d'apprendre au patient une technique pour qu'il puisse se relever du sol tout seul s'il subit une chute à domicile afin d'éviter les complications très redoutables d'une station prolongée au sol. Après, il y a des points communs, tout ce qui a été déjà cité auparavant lors de la prise en charge en service ATZ. Donc on insiste sur la prévention des complications des décubitus, les infections nosocomiales, la prise en charge des comorbidités du patient, prévention et traitement de l'ostéoporose et la prise en charge nutritionnelle. On est particulièrement très attentif à la dénutrition protéino-énergétique. Donc, elle est dépistée systématiquement et la diététicienne, elle fait un suivi assez rapproché durant tout le séjour du poids, de la quantité des repas que le patient prend durant son séjour et puis elle veille aussi à l'enrichissement des repas et proposer des compléments alimentaires s'il y a une carence d'apport.
Maintenant, j'aborde aussi un volet de prise en charge qui est hyper important, c'est le soutien psychologique du patient chuteur. Tout le monde a parlé du syndrome post-chute. Ça a été bien expliqué. Donc voilà, la chute, elle entraîne la peur de tomber avec une restriction volontaire des activités, ce qui va malheureusement entraîner un déconditionnement des capacités physiques avec un déclin fonctionnel, cognitif, psychologique et physique. Et ça va entretenir voilà, la chute. C'est un cercle vicieux qui s'installe et qu'il faut casser assez rapidement. Un syndrome post-chute chez un patient âgé, c'est assimilé à un état de stress post-traumatique. Le choc émotionnel est très violent et nécessite une prise en charge assez importante. Ici, je vous ai mis voilà, schématiquement un patient âgé en position de rétropulsion. C'est une position assez typique chez le patient chuteur qui a peur, qui appréhende la marche, qui voilà, il se met en position qui n'est pas du tout adaptée, il risque de tomber, mais voilà, c'est... Okay. Donc bon, on fait aussi dans le cadre de la prise en charge psychologique tout ce qui pourrait faire plaisir à nos patients, de la relaxation, de la sophrologie, des ateliers de cuisine thérapeutique, de la socialisation. Maintenant, on arrive à une étape ultime de la prise en charge, c'est la préparation de la sortie et l'évaluation finale. Donc la première chose, est-ce que notre contrat d'objectif a été atteint ou non? Dans la plupart des cas, heureusement, c'est un oui. Et quand même, voilà, comme le cas de cette mamie, elle est toute prête à rentrer à la maison, elle a juste besoin de son rollator, elle peut marcher à une bonne vitesse avec ses talons, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on est heurté à certains obstacles. Parfois la réticence des proches ou bien parfois c'est l'évolution clinique qui est incompatible avec un retour dans les conditions précédentes à domicile. Et à ce moment-là, on doit anticiper, on doit vraiment être un peu visionnaire, se projeter dans le domicile du patient et essayer d'apporter les solutions en termes d'aide technique et humaine pour sécuriser le retour à domicile et pour que ça soit possible aussi. Dans d'autres situations, on est obligé quand même de proposer aux patients d'aller en institution parce que le maintien à domicile s'avère impossible. Mais dans tous les cas, la poursuite de la prise en charge en rééducation et réadaptation est importante. Il faut que le patient ait son ordonnance pour poursuivre la rééducation à domicile et pourquoi pas proposer l'hôpital de jour de rééducation. Donc, qu'est-ce que c'est un hôpital de jour de rééducation gériatrique? C'est un programme de rééducation globale, mais dans un cadre ambulatoire, sans hospitalisation, à raison de 2 à 3 séances par semaine. Donc le patient, il fait un va-et-vient, il vient à l'hôpital, il reçoit ses thérapies qui sont bien programmées avec un planning de prise en charge. Toujours une prise en charge pluridisciplinaire. D'office, il y a une consultation médicale, de la kiné, de l'ergothérapie. Et puis, en fonction des besoins du patient, on peut planifier de la psychomotricité, de l'orthophonie, des séances aussi de psychothérapie. Ça permet une continuité de la prise en charge, initiée déjà en hospitalisation, et un soutien du maintien à domicile, de l'autonomie et de la qualité de vie du patient. Donc pour conclure, rééducation, réadaptation, donc la rééducation, elle occupe une place très importante dans le parcours de soins. Elle doit commencer d'une manière précoce. C'est une prise en charge individualisée, multidisciplinaire et globale. Il faut une évaluation à l'admission avec des réévaluations permanentes. Il faut être très attentif au syndrome post-chute et vraiment le prendre en charge correctement. Et puis anticiper et préparer correctement la sortie chez le patient âgé. Et puis proposer l'hôpital de jour, à défaut, lui donner une prescription pour continuer sa rééducation en ambulatoire après la sortie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr Amar. Voilà, donc on a conclu toutes nos expositions. Le temps des questions avait été ouvert. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas de questions tout de suite. Donc, je voulais remercier à tous les participants qui ont bien exposé leur sujet. J'espère que ça a servi au public pour
répondre à quelques questions que vous puissiez avoir autour de traitement des patients âgés avec des fractures. Et donc, je vous remercie de votre attention également. Et voilà, je pense qu'on conclut. Ah si, il y a une question. Excusez-moi. Donc la question, c'est quel est le rôle des soignantes et infirmières dans cette prise en charge? Je ne sais pas si Franca veut répondre. Sinon, de ma part, je peux déjà répondre. Le rôle des soignants est, comme Franca a expliqué, fondamental parce que les patients âgés effectivement un risque de complications à tous les niveaux. Et c'est des complications qui si on les cherche pas, si on les repère pas rapidement, quand on les retrouve, c'est déjà un peu trop avancé. Par exemple, par rapport à un patient plus jeune, un jeune qui a une pneumopathie commencera tout de suite à avoir de la fièvre et à se plaindre d'un tout, alors que le patient âgé peut facilement commencer simplement par une diminution de l'état général, une somnolence, une diminution de l'appétit, une diminution de la mobilisation. Donc si on n'est pas attentif à tous ces signes, on peut effectivement ne pas voir de complications arriver. Les docteurs ne sont pas très souvent dans les chambres de malades. On fait une visite journalière, mais les professionnels des soins qui sont vraiment au chevet du malade, c'est les infirmières et les aides-soignantes. Et c'est à eux le rôle, effectivement, d'être très attentifs aux complications quotidiennes. Je ne sais pas si ça répond déjà. Donc, merci beaucoup, comme j'ai dit, aux orateurs et aux personnes qui nous ont écoutés à travers ce webinaire. Et voilà, on se verra peut-être une prochaine fois pour continuer à parler de la prise en charge de nos patients âgés. Merci beaucoup.